Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui n'est pas une belle actu comme vous avez l'habitude d'en voir, c'est plutôt un format d'interview et de décrypte. En effet, hier je me suis rendu à la réunion du mouvement réformateur dont j'ai parlé dans mes belles actus du mercredi et qui avait tout d'un cocktail explosif avec à l'extérieur les antifas qui ont manifesté et puis à l'intérieur Georges-Louis Boucher, Bernard Quintin et David Clairinval qui sont venus expliquer le programme du gouvernement Arizona. Alors si je me suis rendu à cette réunion, c'était évidemment pour pouvoir voir de moi-même l'ambiance qui régnait entre d'un côté les manifestations antifa et puis de l'autre l'ambiance à l'intérieur de la salle. Mais aussi, il y avait un ministre, celui de l'Emploi, David Clarinval, qui m'intéressait particulièrement et que je souhaitais interviewer. C'est donc chose faite. David Clarinval, en plus d'être ministre de l'Emploi, est vice-premier ministre. C'est donc lui qui se rend systématiquement au Conseil des ministres restreints et qui, pour le mouvement réformateur, négocie les accords. Or, en ce moment, vous le savez, il y a une crise politique autour du budget fédéral et le mouvement réformateur est fortement pointé du doigt. Cette crise entraîne, avec l'entrée en vigueur des 12e provisoires au 1er janvier, toute une série de reports de toutes les réformes qui étaient prévues par le gouvernement Arizona. Et cette situation, elle provoque, il faut le dire, beaucoup de flou. On a souvent un peu du mal à s'y retrouver pour l'instant entre ce qui va finalement nous arriver, les réformes qui vont être mises en place et puis les réformes qui sont reportées. Que va-t-il se passer pour l'année 2026? À toutes ces questions-là, le ministre de l'Emploi, David Clarinval, puisqu'il est le négociateur du mouvement réformateur, eh bien, il pouvait y répondre. Et j'ai donc décidé d'aller le chercher finalement sur les questions qui me reviennent le plus et qui semblent le plus vous intéresser dans les commentaires, que ce soit sur la plateforme YouTube, ici, sur Instagram ou encore TikTok. On a donc commencé forcément par la question du chômage et du refinancement des CPS. Report des exclusions ou pas, que va-t-il précisément se passer? On a parlé aussi de la réforme du marché du travail ainsi que du fameux plan de lutte contre les faux malades. Vous allez donc voir dans cette vidéo une première partie qui sera à proprement parler l'interview de David Clarinval, mais c'est aussi intéressant de rester jusqu'à la fin parce que la deuxième partie sera plutôt consacrée à du décryptage et une analyse de ses propos. Mais avant toute chose, plaçons un petit peu le contexte complet de cette interview pour que vous ayez tous les éléments en main. Elle a donc été tournée à la conférence du MR Ce qui change pour vous à Saint-Gilles ce mercredi. Cette conférence était ciblée par des groupes de manifestants antifa et a donc été entourée d'un important dispositif de sécurité. Quelques 150 policiers ont été mobilisés avec également l'autopompe. Les manifestants ont été tenus très à l'écart du lieu où se déroulait la réunion du mouvement réformateur. Comme ils n'ont pas pu y accéder, on sait qu'ils ont essayé de se rendre au siège social du mouvement réformateur. Pourquoi? Eh bien parce que tous les participants à la réunion devaient se rendre au siège social du mouvement réformateur pour monter dans un bus à cet endroit-là qui les amenait donc sur le lieu de la réunion. Et donc les groupes de manifestants auraient essayé d'empêcher le départ des bus. Ce qui me concerne, moi, je ne suis pas monté dans ces bus, je suis arrivé directement sur place à la réunion. Je suis déjà connu en fait dans tous les partis politiques et je suis apparenté à la presse. Donc lorsque je me rends au sein du mouvement réformateur, exactement lorsque je me rends au sein de tous les autres partis politiques, eh bien je dispose de l'accréditation presse nécessaire. Dans ce cas-ci, cela dit, j'ai procédé d'une manière un peu particulière. Je voulais que l'interview de David Clarinval puisse se faire de la manière la plus naturelle possible, que ses réponses soient le plus spontanées possible. Et pour ça, je n'ai donc pas averti le mouvement réformateur de ma présence à cette réunion, tout en sachant évidemment que je pourrais quand même avoir accès à la réunion, bien sûr. Le ministre n'était donc pas au courant et j'ai donc attendu simplement la fin du meeting. Je suis allé le chercher, lui demander s'il acceptait de faire l'interview. Il a évidemment, si je fais cette vidéo, accepté de la faire. C'est aussi un peu ce qui explique le cadre à l'arrière de l'image que vous verrez, un petit peu entre deux murs. Ce sont les conditions et les aléas du direct. Le ministre a donc répondu avec ce qu'il avait en mémoire à l'instant T. Et sans plus tarder, je vous laisse avec son interview. Alors, je me trouve maintenant avec le ministre fédéral de l'Emploi, David Clarinval. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Alors, merci d'abord de répondre à mes questions. Et je voulais justement vous poser des questions par rapport à votre domaine de compétences, donc sur l'emploi.
dans le contexte aussi où le gouvernement fédéral traverse une crise sur l'accord budgétaire maintenant. Nous allons rentrer au 1er janvier avec la règle des 12e provisoires pour les 12 premiers mois de l'année, ce qui entraîne beaucoup de complications et de reports de certaines réformes. Alors, je voudrais vous poser des questions qui m'ont été en fait beaucoup posées sur les réseaux sociaux par les gens qui ne comprennent plus. Qu'en est-il pour commencer au niveau de la réforme du chômage? Est-ce qu'il va y avoir des reports au niveau des exclusions? Est-ce qu'il va y avoir aussi des reports au niveau du refinancement des CPS? Non, vous avez raison de dire que à cause du fait qu'il n'y a pas d'accord sur le budget, toute une série de mesures vont être reportées. C'est vrai. Mais par contre, pour répondre clairement à votre question, pour le chômage et pour le CPS, il n'y a pas de report. Les deux lois sont votées. La loi sur le chômage est déjà votée depuis le mois de juillet. Et la loi sur les CPS a été votée la semaine dernière. Donc on peut rassurer tout le monde. Ces deux lois sont votées. Elles vont être appliquées dès le 1er janvier, comme c'est convenu. Les lettres vont être envoyées dans les échéances convenues. Il n'y a pas un iota qui va être changé par rapport à cela. Pour les CPS, la loi a été votée, donc on a les montants qui sont promis en 2025 seront intégralement versés dans les semaines qui viennent. Les montants prévenus en 26 seront également versés au CPS. Donc les CPS peuvent travailler en toute quiétude. Les montants seront prévus. Maintenant, dans la technique par rapport à la loi sur les CPS, il faut reconnaître que les 12e provisoires font que peut-être les CPS verront un peu de retard à certains moments dans les versements, mais normalement il n'y aura pas de problème, tout sera prévu pour qu'on puisse faire face à la totalité des montants. On a prévu 300 millions pour les CPS, donc c'est colossal. D'accord. Alors sur l'emploi maintenant concrètement, il devait y avoir aussi une vaste réforme fiscale qui allait être mise en place. Cette réforme fiscale, visiblement, elle doit donc être reportée d'1 an à cause de l'entrée en 12e provisoire. Et dedans était prévue la concrétisation d'une des plus grandes promesses de votre parti, c'est-à-dire l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts. Ça, c'était la part du salaire qui devait concrètement être en plus dans la poche des citoyens. Et c'était votre promesse des 500 € de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Elle ne commencera pas cette année, visiblement, cette augmentation de la quotité exemptée d'impôts. Comment est-ce que vous allez faire, du coup, pour malgré tout tenir votre promesse ? Oui, plusieurs réformes importantes ne pourront pas voir le jour le 1er janvier. La réforme des pensions, par exemple. En ce qui me concerne, la réforme sur les flexi-jobs ne pourra pas non plus être votée avant le 1er janvier. Et vous avez raison, la réforme fiscale non plus ne pourra pas être votée avant le 1er janvier. Ce qui veut dire qu'il y aura des retards dans la mise en œuvre de ces mesures. Donc, par rapport à la réforme fiscale, vous devez d'abord savoir que les montants, en fait, étaient déjà échelonnés. Donc, la totalité de la réforme fiscale n'allait pas avoir lieu en 2026. Il y avait une première vague qui était prévue en 26, puis ensuite une seconde en 28 et une dernière en 29. Donc, on allait voir de toute façon un échelonnement et les 500 € allaient être présents, mais à la fin de l'année 29. Donc à la fin du mandat. Donc ici, c'est la première vague qui sera peut-être un peu en retard potentiellement, mais moi je suis assez rassuré. Les discussions se poursuivent sur la réforme fiscale. On pourrait aussi imaginer qu'on anticipe, par exemple, une mesure qui était prévue en 28, qu'on la fasse venir plutôt en 27 pour compenser le fait que certaines parties qui étaient en 26 soient décalées peut-être en 27. Donc, le calendrier de mise en œuvre va être encore discuté, mais moi je suis assez rassuré par rapport à cela. Il y aura un peu de retard au démarrage, mais dans la longueur, la totalité de la réforme sera appliquée. Alors, il y a forcément une crise politique en ce moment même et il y a
plusieurs autres personnes dans la classe politique et dans les partis, même partenaires de l'Arizona, qui ont désigné le MR un peu comme responsable du blocage. Vous refusez aujourd'hui toute augmentation de la TVA et tout saut d'index sur les salaires. Imaginons maintenant qu'on arrive à la Noël, proche de la date fatidique entre guillemets des 50 jours après lesquels Bart de Wever pourrait démissionner. Si le blocage persiste, est-ce que votre position là-dessus, elle pourrait évoluer ? Mais tout d'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur la table, ce qui est prévu, c'est de faire passer le taux de TVA de 21 à 22% et aussi de faire passer certains produits qui sont aujourd'hui à 6, les faire monter à 7%, voire certains qui étaient aujourd'hui à 9, les faire monter à 10, ainsi de suite. Donc ce sont des chocs importants qui sont prévus et que nous refusons pour le moment, clairement, parce que nous estimons que le pouvoir d'achat des travailleurs et des citoyens doit être protégé. Et on n'a pas promis aux gens qu'on allait les taxer, on a promis qu'on allait faire des réformes. Donc on veut respecter nos paroles, nos promesses électorales. Donc pour le moment, nous bloquons cette mesure et donc les autres ont raison de dire que nous sommes inflexibles sur la TVA. Par rapport à l'indexation, là, je voudrais mettre un petit bémol parce que nous avons accepté de faire par exemple l'annualisation de l'index. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des conventions paritaires, la construction par exemple, elle est indexée tous les trimestres. Et bien là, la proposition que l'on fait, c'est d'indexer au 1er janvier, une fois par an pour toute l'année. On ferait ça avec tous les secteurs, dans l'administration, partout. Ça permettrait de faire des économies pour l'État, un petit plus aussi pour les entreprises et cela ne serait pas très impactant structurellement pour le pouvoir d'achat des travailleurs, puisque ce serait qu'un décalage de quelques mois, mais qui n'est pas neutre quand même. Donc ça, nous avons accepté. Maintenant, d'autres propositions sont sur la table, donc il faut encore négocier. Moi, en tout cas, je peux vous dire que nous sommes convaincus que l'on pourra trouver un accord avant Noël. Moi, j'y tiens beaucoup. Je souhaite vraiment qu'on puisse avoir un gouvernement qui soit de plein exercice pour pouvoir vraiment mettre en œuvre les réformes dont on vient de parler et évidemment éviter que les mesures qu'il faut pour faire face au budget soient des mesures de taxes. Et ça, on n'est pas d'accord. Donc on cherche des solutions, on échange avec les collègues et j'espère qu'on pourra trouver des solutions rapidement. On a assez peu entendu finalement les contre-propositions que vous faites par rapport à ce refus sur la TVA notamment ou sur le saut d'index. Quelles sont les solutions que vous avez déjà essayé d'amener à la table des négociations, si évidemment vous pouvez les dire ? Écoutez, j'ai déjà à plusieurs reprises fait des contre-propositions. Dès le début des négociations, j'ai déposé un carnet avec 75 mesures concrètes dans lequel pas mal de mesures ont été d'ailleurs reprises dans le tableau de Bart de Wever. Ensuite, on a refait déjà à 2 reprises depuis des contre-propositions avec toute une série de mesures que nous étions d'accord de mettre sur la table. Certaines ont déjà été reprises, d'autres sont encore en discussion. Moi, je peux vous dire que nous avons déjà fait pas mal de propositions, mais je ne souhaite pas vraiment les commenter parce que je pense qu'elles sont encore crédibles et je ne voudrais pas qu'en les rendant publiques, on les grille, parce que c'est malheureusement ce qui arrive quand on rend public une mesure. La plupart du temps, elle est grillée le lendemain. Et donc, je veux vraiment tout mettre en œuvre pour que l'on aboutisse à un accord. Et donc, je ne vais pas détailler plus, mais vous pouvez clairement savoir que quand on additionne les 75 mesures, plus les 2 autres fiches que j'ai proposées, on est certainement à 90 mesures qui ont été proposées par le MR. D'accord. Alors, parlons maintenant des conséquences un petit peu sur l'emploi de toute cette crise, puisqu'il y a des réformes qui ne pourront pas être mises en place, notamment la réforme du travail de nuit. Vous aviez tout un plan quelque part pour essayer de stimuler le marché de l'emploi. C'était dans le programme du gouvernement Arizona. Il y avait d'un côté le fait de limiter le chômage dans le temps pour essayer, d'après votre opinion, si je ne me trompe pas, d'activer les chômeurs pour qu'ils retrouvent de l'emploi. Mais de l'autre côté,
Mais il y a aussi un fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi pour l'instant pour le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a. Et donc, il y avait toutes des mesures qui étaient prévues et qui, elles, ne sont pas encore votées pour stimuler le marché de l'emploi. Comment est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? En effet, vous avez raison de dire que la loi dispositions diverses numéro 2, qui comprend une série de mesures qui visent à activer, à flexibiliser, à moderniser la législation sur l'emploi, est bloquée. Elle est dans le paquet de mesures qui sont bloquées actuellement. Je ne désespère pas qu'on puisse les voter le plus rapidement possible, mais c'est lié au budget. Et c'est clair que certaines mesures sont là pour apporter plus de compétitivité, plus de dynamisme économique et créer de l'emploi. Donc c'est vrai que ces mesures sont là pour créer de l'emploi et permettre en effet aux chômeurs de trouver du travail. Maintenant, soyons de bon compte, il existe aujourd'hui en Belgique plus de 300 000 emplois disponibles, vacants, qui peuvent être occupés par des demandeurs d'emploi dès demain. Donc le tableau n'est pas aussi noir que cela, mais c'est vrai que ces mesures, j'espère quand même qu'on pourra les voter le plus vite possible parce qu'elles sont nécessaires. Cela dit, même si on prend votre chiffre de 300 000 emplois disponibles, il y a environ le même nombre de demandeurs d'emploi rien qu'au chômage. Et puis si on prend les malades de longue durée qui pourraient aussi se réactiver, ils sont quand même 500 000. Ça fait quand même encore largement plus. Donc il y a quand même encore quelque chose du travail à faire à ce niveau-là pour activer le marché de l'emploi et augmenter le nombre d'offres. Oui, maintenant, vous savez, dans les 500 000 malades de longue durée, Petit twist, retour obligatoire en studio pour la fluidité de la vidéo parce que la caméra a eu un tout petit bug technique à ce moment-là, elle s'est arrêtée d'enregistrer. Donc on a dû s'interrompre le temps de régler le problème. Le ministre était en train de commencer à expliquer que, pour répondre à ma question, qu'il y avait d'un côté des vraies personnes malades qu'il fallait absolument protéger, puis de l'autre des faux malades. Et donc forcément, j'ai directement embrayé en reposant une autre question au ministre concernant le plan de lutte contre les faux malades. Monsieur le ministre, ça c'est donc votre fameux plan de lutte contre les faux malades. Quelle est l'intention exactement derrière ce plan? donc comme je le disais, notre but c'est vraiment de s'attaquer à l'abus du système de maladie, pas de s'attaquer aux malades. Les malades ils doivent être protégés, doivent pouvoir se soigner, doivent avoir le temps nécessaire et les conditions nécessaires pour être bien pris en charge. Donc notre objectif n'est pas de nous attaquer aux malades, notre objectif c'est de s'attaquer à ceux qui abusent du système et malheureusement ils sont quand même nombreux à bénéficier de certificats de complaisance et de ne pas être malade et de travailler en noir sur le côté. On en connaît beaucoup. Donc l'objectif de plan que je mène avec Vandenbroek, c'est d'une part de responsabiliser les médecins. Donc on va contrôler, on va mieux contrôler la manière dont les médecins font des certificats médicaux. On va réduire les possibilités de faire des certificats médicaux de longue durée. On va aussi prendre des mesures contre les malades qui en fait sont appelés à être contrôlés et qui refusent d'aller au contrôle. Donc ceux qui ne veulent pas se faire contrôler ou qui ne viennent pas au rendez-vous ou que l'on constate qu'ils sont en fait par malades vont être contrôlés et sanctionnés. On va aussi prendre des mesures contre pour que les mutuelles soient incitées à vraiment mieux contrôler, parce qu'on voit aujourd'hui que certaines mutuelles ne font pas leur job. Donc elles vont être un système bonus-malus pour que celles qui font bien leur travail soient récompensées, celles qui ne le font pas soient pénalisées. Et il y aura aussi des mesures sur les entreprises pour les inciter à faire plus de remise au travail et à participer plus à la remise au travail des malades de longue durée. Donc c'est un plan qui comprend près de 30 mesures sur les 4 chapitres dont je viens d'évoquer et qui visent vraiment à ce que tout le monde lutte contre l'abus de faux certificats et de l'abus dans le système des soins de santé. Concrètement, et ce sera la toute dernière question, alors ce plan, il est prévu pour être mis en application à partir de quand? À quelle date? Mais il est prévu dans la 4e vague, donc ce sera dans le budget. C'est un paquet important du budget. On a prévu de faire 2 milliards d'économies au travers de ce plan-là. C'est 2 des 10 milliards d'économies qui sont prévus dans le plan de 10 milliards qui sont sur la table pour le budget. Ça veut dire mise en application en 2026 alors? Non, parce qu'il y a des mesures qui sont mises en application tout de suite, d'autres qui prennent du temps. C'est une mise en application qui va s'étaler sur plusieurs années aussi. D'accord, merci Monsieur le Ministre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Voilà donc pour l'interview de David Clarinval. Maintenant, je vous propose une partie un peu plus décrypte finalement.
Que retenir des propos du ministre fédéral de l'Emploi? Eh bien, tout d'abord, vous l'avez vu, nous avons commencé par la question du chômage et c'est donc très clair, hein, il n'y a pas de report de la réforme du chômage, pas de report des exclusions non plus. Donc, au 1er janvier, et ce malgré la crise politique, les exclusions commenceront bel et bien comme prévu. Pour ce qui concerne les CPS et leur refinancement pour l'année 2025, le ministre fait en fait référence à un montant de 26 millions d'euros qui leur était promis et qui, à ce jour, en fait, n'a toujours pas été versé. Mais donc, vous l'entendez, ce montant devrait bel et bien être versé avant la fin de l'année. Vous l'entendez aussi, la loi complète de refinancement des CPS a été votée il y a quelques jours, ça c'est tout à fait juste. Et donc, ce refinancement devrait, d'après le ministre, bel et bien commencer à partir de l'année 2026, et ce, donc, malgré la règle des 12e provisoires. On peut imaginer le fait qu'on attendrait plutôt les 3 mois, la fin des 3 mois dans lesquels on serait dans les 12e provisoires, et qu'ensuite, le refinancement commencerait concrètement. C'est peut-être ce qui amène d'ailleurs David Clarinval à parler de retard de paiement dû à ces 12e provisoires, même s'il estime quand même, vous l'avez entendu, que les CPS pourront travailler en toute quiétude. Pour ce qui concerne la réforme du marché du travail, vous avez vu que j'ai été volontairement le chercher sur la quotité exemptée d'impôts. Comme je l'ai dit dans ma question, ça fait partie d'une des plus grandes promesses du mouvement réformateur, c'est la part d'argent que les travailleurs devaient concrètement gagner en plus dans leur poche. Et c'était la fameuse différence de 500 euros entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors le ministre a tout à fait raison de dire que cette quotité exemptée d'impôts, elle était prévue en fait pour augmenter progressivement à partir de 2026 et ce jusqu'en 2029. C'est exactement ce qui était prévu à la base par le gouvernement Arizona. Et donc le problème principal ici, c'est que l'augmentation qui était prévue sur les salaires, eh bien en 2026, elle ne commencera pas à ce moment-là. Concrètement, ça rend donc le respect de cette promesse beaucoup plus compliqué, mais vous le voyez, David Clarinval semble quand même confiant, il y aura d'après lui des retards de calendrier, mais d'ici 2029, d'après lui, la promesse sera bel et bien tenue. On ne peut qu'attendre et voir si ce sera effectivement le cas. Alors on a parlé chômage, vous l'avez vu, mais on a aussi parlé donc de toute la réforme fiscale d'un côté et du marché du travail de l'autre qui comportait chacune toutes les mesures qui étaient censées stimuler le marché de l'emploi et qui devaient en fait à la base accompagner la limitation du chômage dans le temps à 2 ans au maximum pour avoir d'un côté cette volonté, d'après le gouvernement, de remettre les chômeurs à l'emploi et puis de l'autre, eh bien, il faut stimuler le marché de l'emploi pour qu'il y ait des offres suffisantes. Et là-dessus, c'est donc très clair, en 2026, on aura finalement uniquement la partie sur la limitation du chômage à 2 ans au maximum avec l'accompagnement des exclusions du chômage et le refinancement des CPS. Mais en revanche, tout ce qui était prévu pour dynamiser, pour stimuler le marché de l'emploi est obligatoirement reporté. Il est donc maintenant bien clair qu'il n'y aura pas de changement au niveau des heures supplémentaires. Il était prévu toute une réforme pour revoir complètement le système d'heures supplémentaires. Il y avait également la possibilité qui devait être introduite pour les employeurs d'annualiser dans tous les domaines de métier les horaires. Le travail de nuit devait aussi être réformé pour permettre notamment au secteur de l'e-commerce et de la logistique d'avoir accès à ce travail de nuit avec des primes de nuit qui commenceraient à partir de minuit et se termineraient vers 5 heures du matin. Ça devait rendre la Belgique plus compétitive dans ce domaine. Ça n'aura finalement donc pas lieu, en tout cas pas en 2026. Fait important dans les propos du ministre par rapport à tout ça, il évoque 300 000 emplois vacants. Alors ce nombre, il est un petit peu étonnant. Je suis allé le revérifier sur StatBel et les données de StatBel sont très différentes. Pour le second semestre de l'année 2025, StatBel évoque plutôt 163 000 emplois vacants. Le nombre donné par le ministre paraît donc là largement surévalué. Je ne sais pas exactement d'où il a pu tirer ce nombre. Ce n'est pas en tout cas une erreur qu'il a pu faire de mémoire à
l'instant T, puisque dans le meeting qui venait d'avoir lieu juste avant, il avait donné exactement le même nombre lorsqu'il avait là aussi évoqué le nombre d'emplois vacants. Il y a donc, d'après Statbel en Belgique, 63 000 emplois vacants en cette fin d'année pour 319 000 demandeurs d'emploi âgés de plus de 15 ans. On peut donc tout à fait commencer maintenant à anticiper une problématique qui risque objectivement d'arriver dans le courant de l'année 2026. 319 000 demandeurs d'emploi d'après Statbel. Parmi eux, il y aurait 194 000 exclus du chômage d'ici le mois de juillet 2026 d'après les chiffres qui ont été donnés. Pour seulement, si on reste dans des chiffres assez stables concernant les emplois vacants, eh bien 163 000 emplois vacants. Autrement dit, il y a moitié moins d'emplois disponibles pour l'instant que de nombre de demandeurs d'emploi. Et les mesures qui étaient prévues pour dynamiser le marché de l'emploi et augmenter concrètement le nombre d'offres d'emploi, elles, eh bien, elles ne seront pas mises en place en 2026. On peut les attendre plutôt pour 2027. Dans cette vidéo, on a aussi parlé du blocage politique en cours sur la question du budget, vous l'avez entendu. Et donc, David Clarinval assume assez fort finalement que pour l'instant, le mouvement réformateur est un peu l'élément qui bloque les négociations sur donc la question de la hausse de la TVA essentiellement. J'ai essayé d'aller le chercher sur ce que le MR propose en fait à la table des négociations pour contrebalancer cette augmentation de la TVA parce qu'il y a vraiment pour l'instant pratiquement aucune information qui filtre là-dessus. Il y a juste eu un article d'RTL Info où il a été évoqué dans 2 lignes que par exemple les cigarettes électroniques jetables pourraient à nouveau être autorisées, mais c'est tout. Or, David Clarinval évoque jusqu'à 90 contre-propositions qui ont été faites, mais vous le voyez, donc il veut pour l'instant essentiellement garder le silence. Alors ce gouvernement peut-il concrètement tomber à Noël? Eh bien ça reste un peu du 50-50 hein, pour l'instant, au vu des réponses du ministre. Alors soit le mouvement réformateur arrive finalement à convaincre avec ces quelques 90 contre-propositions, soit il ne convainc pas du tout. Et s'il ne convainc pas, eh bien, en tout cas, on ne sent pas dans la réponse du ministre de l'Emploi que le mouvement réformateur pourrait changer d'avis. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là, mais vraiment, il y a une réelle incertitude quant à la survie de ce gouvernement après donc les fameux 50 jours donnés par Bart De Wever. La NVA d'ailleurs qui, avant que je tourne cette vidéo, vient de réitérer sa menace hein, et plus précisément à l'encontre du MR d'ailleurs. Reste donc maintenant le dernier point que nous avons abordé dans la vidéo, le fameux plan de lutte contre les faux malades. Alors là-dessus, tout ce qu'a répondu David Clarinval colle parfaitement à ce qui est marqué dans l'accord de gouvernement. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'était que tout ce plan allait être mis en place de manière échelonnée. Donc on peut commencer à estimer qu'il sera mis en place à partir de l'année 2026 si le gouvernement tient jusque-là. Mais vous le voyez, donc les mesures seront progressivement ajoutées les unes aux autres jusqu'en 2029. Tout ne tombera pas donc dessus d'un coup sur la tête des personnes qui sont en incapacité de longue durée. Voilà tout ce que je pouvais dire pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que mon contenu vous a intéressé et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis en attendant à dimanche pour les prochaines Belgactus du dimanche.